Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous n'avons pas les meilleures news cette semaine-ci, on va être honnête, c'est même un petit peu triste. On a d'abord Sony qui a annoncé qu'ils allaient arrêter de faire des disques pour les PlayStation dès 2028 et ça évidemment ça n'a pas fait plaisir aux gens. Vous avez Xbox qui a un petit peu surfé là-dessus en faisant une bonne décision mais ils ne vont pas non plus jusqu'au bout, donc on va en parler après. On a Nintendo qui a communiqué sur l'arrivée des batteries remplaçables sur la Switch 2, ainsi que même les Joy-Con et Joy-Con 2, ce qui est plutôt intéressant. Microsoft, pendant ce temps-là, continue d'améliorer Windows, qui est assez notable, même s'il y a encore du chemin à faire. On a des news au niveau de nouvel écran, des news au niveau de la crise de la RAM aussi, avec le fait que les grosses entreprises justement de RAM se sont fait attaquer en justice. On a aussi l'arrivée de RAM chinoises, l'arrivée de SSD chinois aussi, qui sont entièrement fabriqués en Chine, et même l'arrivée de Zen 6 d'AMD qui arrive ce mois-ci normalement. Et puis plein d'autres petites news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que dans la barre de lecture. Comme ça, vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Et sans plus tarder, commençons tout de suite ce Texama Show. Alors la première news très rapide, c'est que je suis revenu dans mon studio, comme vous pouvez voir, mais je suis toujours sur Linux parce que mon PC est éteint et c'est ce mini PC que j'utilise quand je voyage qui tourne actuellement. J'ai tout branché dessus. J'ai décidé de prolonger mon test sur Linux parce que ça se passait vraiment bien en réalité. Et je voulais voir ce que ça donne de justement juste brancher mon setup que j'ai normalement entièrement sur ce mini PC. Et ça fonctionne plutôt bien. Je vais faire la vidéo, ce sera certainement la vidéo qui va sortir après celle-ci, donc peut-être dans la semaine. Et je vais parler justement de mon expérience sur Linux, Bazzite en particulier. Et donc je vais dire ce que j'aime bien, ce qui j'aime moins bien et ce qui ne fonctionnait tout simplement pas. Ce qui pourrait être selon moi de bonnes informations pour certaines personnes qui peut-être cherchent à passer sur Linux, mais qui n'ont pas le courage ou n'ont pas le temps tout simplement et qui veulent voir justement des retours d'autres personnes là-dessus. Donc, ma foi, ce sera la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à suivre ça. Aussi, j'ai la clim d'activer parce qu'il fait pétant de chaud, je pense que tout le monde le sait en ce moment. Et du coup, oui, si vous avez un bruit d'arrière-plan, normalement je l'aurais enlevé, mais si vous entendez un petit peu quelque chose, c'est pour ça. La première news de la semaine, c'est le fait que Sony a annoncé sur leur blog qu'ils allaient arrêter la production de disques dès janvier 2028 pour toutes leurs nouvelles consoles ou même leurs consoles actuelles PlayStation. Ce qui veut dire que, basiquement, nous n'aurons plus la possibilité d'acheter des jeux sous forme physique pour une future PlayStation ou les PlayStation qui sont disponibles à l'heure actuelle. C'est évidemment une news énorme, assez massive, qui a aussi eu des réactions très massives. La communauté n'est vraiment pas contente, ce qui est tout à fait justifié. Et c'est évidemment dû au fait que ces derniers temps, on a vraiment l'impression que beaucoup d'entreprises nous disent vous n'allez rien posséder et vous allez être content, ce qui est vraiment le cas parce que posséder un disque, vous le possédez vraiment. Vous pouvez le revendre, vous pouvez le passer à quelqu'un, le prêter et tout ça. Alors que si vous possédez une version digitale, bien en réalité, vous ne possédez pas vraiment cette version digitale. Selon les conditions d'utilisation de la plupart des services en ligne qui vous permettent d'acheter quelque chose, un jeu, une musique ou n'importe quoi, bien souvent, vous n'achetez pas cette chose, vous allez acheter une licence qui vous donne accès à cette chose, donc à ce contenu, à ce film, à cette musique ou à ce jeu vidéo. Ce qui veut dire que cette licence peut être révoquée à n'importe quel moment. Et donc, tout ce que vous avez acheté pendant des années, le fruit de tout votre travail, de votre argent que vous avez dépensé, eh bien, pour être effacé du jour au lendemain. Et certaines personnes vont certainement défendre Sony en disant mais non, jamais ils ne révoqueraient la licence d'un jeu vidéo parce que c'est littéralement leur business. Sauf qu'il n'y a aucune garantie de ça. Surtout que vous avez une news parallèle par rapport à ça où Sony a supprimé 551 films et aussi séries télévisées de leur store PlayStation, parce que oui, vous pouvez acheter des films si vous ne savez pas sur la PlayStation. Et du coup, toutes les personnes qui ont acheté un de ces films ou une de ces séries perdent littéralement l'accès à celle-ci. Parce que ils ont perdu la licence visiblement et donc ils ont dû supprimer de leur catalogue tous ces films et ces séries et se dire que toutes les personnes qui les avaient achetés n'en ont plus accès. Donc cette news va plutôt bien de parallèle avec la news d'avant parce que ça montre que vous n'avez aucune garantie que si vous achetez quelque chose, que vous achetez une licence digitale, vous allez pouvoir continuer de l'utiliser. Parce que là, littéralement, oui, Sony a dit « Hey, toutes ces personnes qui ont des films, ben non, vous ne pouvez plus l'avoir. » Et ça met de plus en plus en avant le problème
de justement ces licences digitales. Donc là, ça relance le débat justement sur les licences numériques. Sony, évidemment, est dans le feu de l'action parce qu'ils viennent d'annoncer la fin des disques et qu'ils veulent pousser tout le monde vers le digital. Mais on a eu énormément de débats déjà là-dessus sur d'autres services qui vendent des jeux vidéo, évidemment, mais aussi des films, de la musique, n'importe quoi. Dès qu'on vous donne une licence digitale qui vous donne accès au contenu, il n'y a aucune garantie derrière, bien souvent, que vous pouvez garder le contenu dans le futur. Et surtout, si le service arrête d'exister, ben, vous perdez l'accès à ce contenu, ce qui est évidemment un énorme problème. Et c'est le cas aussi de Steam. Techniquement, Steam vous vend aussi une licence pour avoir accès à ces jeux-là. Évidemment, Steam a une excellente réputation parce que Valve est une entreprise qui respecte assez bien ses consommateurs, mais rien ne garantit que dans le futur, ben, les choses pourraient changer. Ça pourrait tout à fait arriver. Game Newell n'est pas éternel. Il pourra avoir une autre personne qui le remplace dans le futur et cette personne pourrait décider de faire totalement de la merde avec justement Steam. Donc ça relance encore une fois le débat là-dessus. Et pour moi et pour beaucoup de gens, la solution, tout simplement, ce serait déjà qu'on revienne sur... Donc la solution, ce serait de tout simplement revenir sur ce principe de licence digitale et permettre aux gens de vraiment posséder la version digitale de ce qu'ils achètent. Plus fini les licences qui dit vous avez accès au contenu, non, vous possédez littéralement le contenu. Et si celui-ci est retiré de la plateforme, vous devriez avoir une compensation. Soit on vous permet de télécharger le contenu avant qu'il soit retiré, soit on vous donne un équivalent. Peut-être que, encore une fois, l'un des films qu'avait retiré Sony, eh bien, il devrait vous le donner sur une autre plateforme de streaming ou autre chose. Ou alors, la dernière solution, c'est qu'ils vous, tout simplement, remboursent. Et c'est justement ce que voulait Stop Killing Game. Donc, si vous vous souvenez avec, par exemple, The Crew, qui était un live service, donc c'est un jeu qui est en ligne entièrement et qui est mis à jour en permanence, et bien, quand il arrive à terme, évidemment, tout le monde a perdu l'accès au jeu et Ubisoft est en mode « Ah, bah, le jeu est fini, voilà, tant pis, vous n'avez plus rien. » Et bien, selon Stop Killing Game, une alternative, ça aurait été de tout simplement donner aux gens la possibilité de faire tourner leur propre serveur. Ou alors d'avoir une version qui fonctionne hors ligne. Ou tout simplement, encore une fois, un remboursement. Et c'est exactement ce que les gens voudraient qu'on ait avec déjà les jeux vidéo sur la PlayStation, mais aussi par extension pour les films, les séries, la musique et tout ça en ligne. Et une news qui va un peu de parallèle, mais qui, selon moi, montre un petit peu quand même que Sony supporte leurs produits dans le temps, c'est le fait que le PlayStation Store sur la PS3 va bientôt arriver à sa fin. Ça pourrait arriver en août 2026 dans certains pays, et puis ce sera progressif. Je suis assez étonné que le PlayStation Store est toujours disponible sur la PS3 après autant d'années. Après, c'est selon moi logique parce que s'il y a plein de PlayStation 3 qui existent, autant donner la possibilité aux gens d'acheter toujours des jeux dessus, ça fait de l'argent. Contrairement à ce que fait par exemple Nintendo, où ils ferment leur store assez vite. C'est juste stupide. Vous avez un énorme parc de machines. Pourquoi pas permettre aux gens de toujours acheter un jeu vidéo? Après, derrière, pour ceux qui se demandent, même si le store arrête d'exister, donc vous ne pourrez plus acheter de jeux vidéo, vous pourrez toujours télécharger vos jeux vidéo. Mais pendant combien de temps? C'est justement ça le problème. Si vous avez une version digitale d'un jeu sur la PS3, ben là, Sony semble plutôt bien supporter le fait de pouvoir toujours télécharger après autant d'années, ce qui est plutôt cool. Mais il n'y a aucune garantie que dans 10 ans, 20 ans, vous ayez toujours le droit ou la possibilité même de télécharger un de ces jeux de PS3. Alors que si vous aviez acheté la version disque, ben vous pourriez toujours y jouer. Évidemment, la version disque peut aussi se dégrader avec le temps, c'est tout à fait possible. Mais je pense que oui. Si vous prenez soin quand même du disque, il durera plus longtemps que Sony, que les serveurs Sony pour la PS3 et même pour la PS4 et la PS5 derrière. Encore une fois, il faudra voir c'est selon la discrétion de Sony, hein, selon si Sony veut permettre aux gens de pouvoir télécharger toujours des jeux sur la PS3 d'ici même 2040, mais il n'y a aucune garantie. Et c'est justement là, encore une fois, le problème des versions digitales. Vous êtes littéralement dépendant de juste la bonne volonté de l'entreprise. Et on en arrive au deal de la semaine, c'est les seuls normalement en ce moment d'ailleurs, mais il n'y a pas forcément énormément de deals au niveau informatique, ce qui est un petit peu dommage. Mais on a quand même quelques deals, notamment sur un onduleur de chez Eaton. C'est un modèle que j'utilise personnellement pour notamment avoir un onduleur pour ma box, ainsi que certains switch assez important. Comme ça, j'ai toujours Internet, même si j'ai plus d'électricité dans la maison, ce qui est plutôt cool. Donc là, c'est un modèle 850 VA, ce qui couvre en réalité pas mal de PC. Un petit PC qui consomme pas trop, ça passerait. Donc voilà, un petit onduleur classique, ça fait aussi multiprise en même temps. Donc pourquoi pas. Ça protège aussi votre PC de la foudre, ce qui est selon moi une bonne chose. Ensuite, on a un deal sur une carte graphique ici, une RX 9070 de chez Saphir. C'est un modèle Pulse, c'est la version non XT. Mais vous avez quand même pour 599 €, selon moi, l'une des meilleures cartes graphiques. La version XT reste meilleure, mais
si vous n'arrivez pas à trouver un bon deal sur la version XT, ici, c'est un prix qui est assez bon pour le marché, en tout cas français, parce que c'est vendu directement par Amazon.fr et directement par Amazon, c'est pas un revendeur tierce et c'est le prix le plus bas depuis très longtemps. Il y a une petite promotion fin juin, mais après, il est repassé à son prix normal. Et voilà, si vous voulez 9070, en tout cas vendu directement en France, c'est le prix le plus bas qui existe. On a aussi un petit deal sur Fnac qui est assez intéressant selon moi. C'est un PC ici portable de chez Acer. Bon, Acer n'est évidemment pas la meilleure marque au niveau PC portable, mais ici on a des assez bonnes specs pour le prix, notamment c'est un portable de 16 pouces avec un écran OLED 120 Hz. On a un Ryzen 5 qui est un Ryzen 5, alors 330 si je me souviens bien. Et voilà, 330. Donc, c'est pas le meilleur des processeurs de chez AMD, mais c'est largement suffisant. Et surtout, vous avez 32 Go de RAM et un SSD de 512 Go. En réalité, j'aurais préféré, selon moi, un SSD plus gros, mais 32 Go de RAM dans cette économie pour un ordinateur qui coûte 799 €. Ça me semble être plutôt bon. Donc, c'est vraiment plus un ordinateur pour quelqu'un qui ne va pas forcément jouer à des jeux vidéo. C'est plus un ordinateur bureautique, mais c'est un très bon ordinateur bureautique. Et même pour un étudiant, ce serait vraiment pas mal. Et 799 €, surtout vu le prix de la RAM en ce moment, c'est un assez bon deal, surtout pour un PC qui a un écran OLED 120 Hz et tout ça. Et c'est à peu près tout pour les deals de la semaine. Donc, vous aurez des liens affiliés dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc, un grand merci d'avance. À côté de ça, Microsoft et donc Xbox par extension prépare apparemment un nouveau système pour la Xbox qui répond un petit peu en partie à ce qu'a fait Sony, mais pas entièrement. Je vais en parler un petit peu plus après. En gros, comment ça fonctionne? Eh bien, le projet qu'ils veulent mettre en place, qui a pour nom d'ailleurs Positron Disk to Digital System, ok, donc c'est un système qui vous permet d'aller d'un disque vers le digital. C'est meilleur que ce que ça sonne, je vous garantis. En gros, si vous avez la version disque d'un jeu vidéo, eh bien, vous pouvez associer cette version disque à votre compte Microsoft et avoir une clé digitale. Ce qui veut dire que même si vous perdez le disque ou le disque est endommagé, il est toujours lié à votre compte et vous pouvez toujours télécharger la version digitale de ce jeu, ce qui est plutôt cool. Mais derrière, le disque reste toujours la clé, la licence originale. Ce qui veut dire que si vous vendez ce disque, si vous le donnez à quelqu'un d'autre, ils peuvent aller dans leurs paramètres de compte Microsoft et lier ce jeu à leur compte. Vous perdez l'accès, vous perdez la version digitale et eux, ils la gagnent parce que le disque est littéralement la clé principale. Ce qui est, selon moi, la meilleure façon de le faire, c'est plutôt cool. Ça permet de convertir votre bibliothèque vers le digital, mais votre bibliothèque vous appartient toujours. Vous avez toujours le disque. Et si vous décidez de vendre ce disque ou autre, eh bien, la personne qui va l'acheter pourra avoir cette version aussi digitale. Donc ça, c'est franchement, encore une fois, la meilleure façon de faire les choses. Donc clairement, ici, Microsoft essaye d'avoir une petite victoire par rapport à justement l'annonce Sony, où Sony est en mode ouais, vous allez tous passer au digital et vous serez contents. Microsoft ici est un petit peu en mode ok, le digital est là pour rester, mais si vous avez toujours un disque, ben, vous pouvez le convertir en quelque sorte à une version digitale tout en gardant votre disque et ça reste la clé principale pour accéder à votre jeu. Ce qui est encore une fois une très bonne chose à faire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, évidemment, on sait que la PlayStation 6 aura juste une version digitale. Il n'y aura plus de lecteur de disque parce que Sony, littéralement, a annoncé que pour janvier 2028, il n'y aurait plus de disque, à part s'ils reviennent en arrière, évidemment. Et bien, de son côté, Xbox, pour leur prochaine console, aurait une version entièrement digitale. Donc, il n'y aurait plus aussi de lecteur de disque comme sur la PlayStation 6. Donc, vous pourriez seulement acheter des versions digitales des jeux vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, d'un côté, ils font la bonne chose pour même permettre aux gens d'avoir une version digitale même tout en gardant le disque. Mais à côté de ça, pour leur prochaine Xbox, ils sont en mode « Hey, il n'y aura qu'une version digitale. » Et encore une fois, comme c'est entièrement que du digital, vous payez au final pour avoir une licence qui vous donne accès aux jeux vidéo, mais en aucun cas vous payez vraiment pour avoir le jeu vidéo. Et à côté de ça, on a une news assez intéressante qui vient de la Chine et qui concerne justement le fait de posséder un jeu même après sa mort au final. Vous avez eu plusieurs cas qui sont arrivés justement devant des cours de justice en Chine et qui ont donné justement raison aux gens pour le fait de pouvoir hériter, oui, hériter des jeux vidéo et même des versions digitales de ces jeux vidéo. Et ça vient justement du fait que, encore une fois, mais si vous avez acheté des jeux vidéo pendant toute votre vie, vous avez une énorme bibliothèque Steam, mais que malheureusement quelque chose vous arrive, eh bien, légalement, en toute logique, dans la plupart des pays d'Europe et même aux États-Unis, tout ça, eh bien, votre bibliothèque est juste perdue parce que vous, seulement vous, possédez cette bibliothèque. Elle ne peut pas être transférée à un héritier ou autre chose et donc, c'est entièrement perdu. Sauf qu'ici, en Chine, c'est déjà arrivé plusieurs fois où, justement, quelqu'un
a pu hériter de la bibliothèque digitale de quelqu'un d'autre parce qu'une cour de justice a juste dit oui, il a acheté les jeux vidéo, il les possède, et même si c'est une version digitale, elle devrait être transférée justement à son héritier directement parce que c'est une possession physique. Et c'est justement le débat qu'on a encore une fois ici en Europe et dans même le reste du monde, où il faut justement, selon moi, changer les règles, et selon la plupart des gens, hein, il faut changer les règles justement sur le fait de posséder vraiment des contenus digitaux, qu'on a en tout cas achetés. Ensuite, on a une news sur l'arrivée des batteries remplaçables sur les produits Nintendo. Je vous rappelle évidemment qu'on a une loi au niveau européen qui va forcer la plupart des entreprises qui font des appareils électroniques à avoir des batteries remplaçables. Évidemment, il y a des exceptions, notamment les téléphones waterproof et tout ça. Et tenez compte que batterie remplaçable veut dire que la batterie est facilement accessible, mais pas non plus genre comme les anciens téléphones, hein, tenez-en compte. Dans tous les cas, Nintendo est évidemment soumis à respecter cette loi. Et première mauvaise news en réalité, même si certaines personnes ne vont pas forcément le voir comme une mauvaise news, mais avec justement l'arrivée de cette loi, comme ils ne vont pas mettre à jour la première Nintendo Switch, que ce soit la version OLED ou la version normale ou même la version mini, je ne sais plus comment elle s'appelle, eh bien, ils vont arrêter de les vendre, tout simplement. Donc, il n'y aura plus que la Nintendo Switch 2 qui sera vendue. Par contre, à côté de ça, ce qui est selon moi plutôt cool, c'est que les Joy-Con de première génération, pas les Joy-Con 2, que ce soit la version évidemment gauche ou droite, vont être mises à jour pour avoir une batterie remplaçable, ce qui est une très bonne news parce que ça vous permettra de acheter des Joy-Con et pouvoir remplacer la batterie à n'importe quel moment quand elle commence à avoir des problèmes. Tenez compte aussi qu'avec le fait que vous avez plusieurs entreprises, enfin plusieurs associations plutôt de droits de consommateurs qui se sont battues au niveau européen, vous avez le droit, si vous avez du Joy-Con Drift notamment, quand votre Joy-Con vous fait bouger la vue ou autre chose, la souris ou autre chose, sans même que vous appuyez sur le joystick, eh bien, vous pouvez faire remplacer gratuitement, faire réparer gratuitement ces Joy-Con si vous avez du Joy-Con Drift. Même si vous avez acheté votre Nintendo Switch en 2017. Donc, tenez compte que vous avez ce droit-là. Si vous connaissez quelqu'un avec du Joy-Con Drift, ils peuvent leur faire réparer gratuitement. Et ça, c'est dans toute l'Union européenne normalement. Il suffit de contacter le support Nintendo et leur dire: Hey, j'ai du Joy-Con Drift. Vous êtes soumis vous avez garanti que ce serait réparé. Eh bien, réparez-le pour moi. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc, tenez-en compte. Quoi qu'il arrive, ces nouveaux Joy-Con arriveront dès l'été 2026. Ensuite, la Switch 2 va avoir sa version batterie remplaçable pour l'Union européenne, encore une fois. Ça ne concerne pas le reste du monde. Dès l'automne 2026, il y a quelques news assez intéressantes, enfin quelques points intéressants plutôt. C'est le fait que notamment la batterie va un petit peu diminuer d'1%. Elle va passer de 5220 mAh à 5172 mAh, ce qui est négligeable selon moi. Les Joy-Con 2 que vous achèterez avec ces Switch 2 auront aussi des batteries remplaçables, mais les Joy-Con 2 avec une batterie remplaçable, eux, arriveront dès l'hiver 2026. Donc, ça peut être même début 2027, si on en tient compte. Donc, si vous achetez la console, vous aurez directement accès. Mais si vous voulez les acheter alors que vous avez déjà une console, là, vous devrez attendre un petit peu. Vous pouvez voir aussi que le poids de la Switch 2 va un petit peu augmenter. Elle sera 10 grammes plus lourde pour justement avoir ce système qui permet de remplacer la batterie, ce qui est tout à fait logique. Donc, on passe de 401 grammes à 411 grammes. Pas un énorme problème selon moi. Et tenez compte que chaque Joy-Con sera 2 grammes plus lourd. Donc, c'est-à-dire que l'entièreté de la console va être 14 grammes plus lourd. Voilà. Donc, on va passer de 534 voilà, grammes à 548 grammes. Ce qui est, encore une fois, selon moi, négligeable, surtout si ça vous donne accès derrière à la possibilité de changer la batterie. Parce que changer la batterie, surtout pour la Nintendo Switch, encore les Joy-Con, vous pourriez en acheter des nouveaux ou autre chose, mais la Nintendo Switch, si la batterie commence à se dégrader, ben, vous ne pouvez pas vraiment remplacer la batterie. Ou en tout cas, vous allez devoir aller à un magasin de réparation qui va changer la batterie pour vous. Parce que c'est évidemment possible de changer la batterie, c'est juste que c'est pas le plus facile. Ici, je vous rappelle que la loi européenne dit que la batterie doit être remplaçable avec, par exemple, un simple tournevis. Donc, c'est-à-dire que certainement, cette Switch 2 va avoir une plaque à l'arrière où vous pouvez juste utiliser un tournevis. Et les vis ne sont pas cachées derrière quelque part, mais vous pouvez juste utiliser un tournevis, accéder à la batterie, la déconnecter. Elle n'est pas collée en place, c'est très important. Mettre la nouvelle batterie, vous branchez le câble, vous remettez la plaque, les vis, et c'est bon. Ensuite, nous avons Microsoft qui continue d'améliorer petit à petit Windows avec notamment le fait que, oui, enfin, quand vous allez rechercher, eh bien, vous allez avoir juste des résultats de recherche. Ou en tout cas, ils vont vous donner la possibilité que ce soit le cas. Alors, en réalité, en Union européenne, je sais qu'il y a déjà des options
pour changer certains comportements de la barre de recherche. Je sais que c'est déjà possible d'empêcher l'affichage de résultats qui viennent de Bing. Donc, en réalité, si vous êtes déjà dans l'Union européenne et sur une version récente de Windows, je suis pratiquement sûr que c'est le cas, ou en tout cas, vous pouvez aller dans les paramètres et l'activer. Je suis actuellement sur Banzai, donc je ne peux pas le montrer facilement, je suis désolé. Mais dans tous les cas, c'est tout à fait possible. Mais là, c'est une news qui concerne évidemment le reste du monde. Donc, si vous êtes notamment québécois ou autre, eh bien, vous pourrez avoir aussi accès à cette fonctionnalité. Et donc, comme vous pouvez voir, le menu de recherche actuellement ressemble à ça. Donc, on voit des résultats qui viennent du PC, mais on voit aussi des résultats qui ne viennent pas du tout du PC, des news, ce genre de choses, ce qui sert à rien. Et puis, à côté, vous avez justement le futur menu de recherche qui littéralement aura juste ce que vous avez sur votre PC. Et c'est seulement si vous le voulez, évidemment. Si vous aimez les résultats web, vous pourrez toujours les afficher. Là, on a une autre recherche où ils ont cherché un document et encore une fois, vous pouvez voir que on n'a aucun résultat du web, alors que c'était déjà en réalité le cas, comme vous pouvez voir ici. Mais vous avez aussi le fait qu'ils affichent une preview des PDF, ça c'est plutôt cool, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt pratique. Alors, un truc assez intéressant aussi, c'est qu'apparemment, quand on avait des résultats web, donc pour ceux qui veulent vraiment des résultats web, il y avait des fois juste des pubs dans les résultats web parce que Bing, tout comme Google, bien souvent affiche des pubs et puis en dessous, vous avez seulement les vrais résultats web qui sont non sponsorisés. Et bien apparemment, maintenant, vous aurez directement le vrai résultat, ce qui est tout à fait logique parce que vous recherchez quelque chose, vous tombez sur une pub, ça donne pas envie de continuer d'utiliser Bing. Donc, une bonne chose certainement à faire. Et là, il montre justement la page de paramètres. Et c'est justement là, si vous allez dans... là, c'est la version anglaise, mais si vous allez dans vie privée, sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, et puis dans le menu recherche, vous aurez accès à ces paramètres. Et encore une fois, si vous êtes dans l'Union européenne, je suis pratiquement sûr qu'il y a déjà quelques paramètres qui vous permettent de déjà empêcher d'avoir justement les web search. Donc ça, c'est les résultats qui viennent du web. Et même dans le futur, comme vous pouvez voir, vous pourrez bloquer les résultats qui viennent du Microsoft Store. Et là, ils montrent davantage d'exemples. Donc quoi qu'il arrive, une bonne chose, même si c'est Microsoft qui a fait ça dès le début. Hein. C'est Microsoft qui ont foutu en l'air leur menu démarrer. Donc, on va pas non plus les remercier de littéralement revenir en arrière sur une très mauvaise décision. Mais c'est quand même une bonne décision de leur part d'être revenu en arrière. Mais je ne vais pas les féliciter, clairement pas, parce que c'est quelque chose qu'ils auraient jamais dû faire. Et à côté de ça, un truc plutôt intéressant aussi, c'est qu'ils ont rajouté une option. Si vous avez un problème sur votre PC Windows et qui ne démarre plus, vous allez souvent tomber sur ce menu de troubleshoot. Donc, c'est un menu pour essayer de régler les problèmes. Et comme vous pouvez voir, ils vont rajouter en tout cas une nouvelle option qui s'appelle Cloud Rebuild. Et c'est tout simplement une option qui vous permet de réinstaller Windows depuis le cloud. Alors, pour le moment, cette option n'est pas la plus pratique selon moi parce qu'elle installe Windows depuis le cloud et ça va retirer les applications, les paramètres ainsi que les fichiers personnels. Donc, c'est pas le plus utile. Je pense qu'une option qui permet de justement réinstaller Windows tout en gardant les fichiers personnels, ce qui pourrait être possible, hein, Microsoft pourrait le faire, là, ce serait une vraiment très bonne chose. Parce que ça arrive des fois que des gens foutent en l'air leur installation de Windows et que la seule solution, c'est justement de réinstaller Windows. Et là, avoir une option qui permettrait de réinstaller Windows depuis le web, déjà, ça garantit qu'ils peuvent le réinstaller sans même avoir une clé USB avec Windows ou autre chose. Donc, c'est une plutôt bonne chose. Mais si en plus à garder les fichiers personnels, là, ce serait génial. Mais déjà, avoir une option qui réinstalle Windows depuis le cloud, c'est une bonne chose selon moi parce qu'encore une fois, vous allez avoir des personnes qui vont être coincées. Donc, au moins, là, ils peuvent se décoincer, même si, suppriment leurs fichiers personnels. Donc, ils doivent faire attention à ça. Ensuite, une petite news rapide au niveau écran, parce que nous avons de plus en plus d'écrans qui arrivent avec du triple mode. Donc, nous avions évidemment le dual mode qui existe depuis maintenant quelques années, où vous avez par exemple un écran 4K qui peut faire aussi du 1080p. Bon, ça, c'est logique parce que le 4K, c'est juste 4 fois la résolution du 1080p. C'est-à-dire que pour passer du 4K à du 1080p, vous avez juste besoin de grouper 4 pixels en un. Comme ça vous donne du 1080p. Donc c'est logique de pouvoir faire ça avec un écran. Maintenant, ici, nous avons du triple mode où l'une des 3 résolutions n'a aucun rapport avec les autres résolutions. Et c'est notamment un mode QHD ici qui serait à 400 Hz. Donc l'écran ici que annoncera Asus serait un 27 pouces, 4K 240 Hz, qui est déjà pas mal. Et il aurait justement ce triple mode avec un QHD 400 Hz et un Full HD à 488 Hz. Mais le QHD, justement, ça relève un petit peu des questions
Ça a fait évidemment référence aussi à l'écran qu'a annoncé MSI, qui utilise une dalle carrément 4K 360 Hz, qui est assez abusé, et qui avait aussi un mode QHD ainsi qu'un mode 1080p. Et donc, mais ça à se demander comment ils font en fait. Comment ils font pour prendre un écran, une dalle 4K et avoir du 1440p tout en gardant une image nette. Parce que forcément, le rapport en pixels ne correspond pas. C'est du 2560 pixels par 1440. Ce n'est pas du tout un multiple du 4K. Le 4K, c'est du 3840 pixels par 2160. Ce ne sont pas des multiples. Il n'y a aucune possibilité ici d'avoir un ratio qui fonctionne. Et donc, il va forcément avoir des problèmes au niveau de l'affichage des textes, notamment, de la clarté de certaines choses. Donc, à voir comment ils vont faire, mais il y a de plus en plus d'écrans qui arrivent avec justement des triples modes, ce qui est sûrement une bonne chose, surtout s'il fonctionne suffisamment bien. Ça permet de juste plus besoin de choisir, justement. Vous pouvez juste prendre un écran 4K, et cet écran 4K peut être aussi du 1440p ou du 1080p, et vous pouvez l'adapter aux jeux vidéo auxquels vous allez jouer. Donc, si vous jouez à un petit jeu qui ne requiert pas beaucoup de résolution, vous passez en 1080p, vous pouvez profiter de plein de hertz. Et si vous jouez à un jeu de stratégie qui ne requiert pas justement beaucoup de FPS, ben vous pouvez passer en 4K pour avoir une meilleure définition d'image. Donc franchement, moi j'adore le principe, mais il va falloir voir justement ce mode 1440p. Ensuite, nous avons les trois grands fabricants de RAM qui vont être attaqués en justice aux États-Unis. Vous avez un recours collectif qui a été déposé justement aux États-Unis et qui concerne Samsung, SK hynix et Micron, et qui indique que les trois compagnies se sont arrangées, ont littéralement communiqué entre elles pour faire en sorte que le prix de la RAM augmente, et aussi arrêter la production de DDR3 et de DDR4 en même temps, et de favoriser la production de HBM, qui est une mémoire pas très utilisée dans le milieu grand consommateur, mais surtout dans le milieu professionnel. Alors, ce recours collectif est aux États-Unis, tenez en compte, donc c'est déjà un premier problème parce que aux États-Unis, même s'ils sont trouvés coupables, aux États-Unis, certainement, ils vont devoir payer, allez, même 100 millions de dollars, mais c'est juste une goutte d'eau pour eux dans l'océan. Ils se font beaucoup plus d'argent que ça. Donc, ils vont juste payer l'amende, et c'est juste le prix pour faire business, en fait. C'est littéralement, OK, c'est ce qu'on doit payer pour pouvoir faire encore plus de profit. Ce qui est assez différent de, par exemple, dans l'Union européenne, où là, vous avez... l'Union européenne fait en sorte que les amendes dépendent du chiffre d'affaires des entreprises, qui évidemment fait beaucoup plus mal. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut tenir compte. Deuxième point, c'est que c'est basé sur le fait, justement, encore une fois, qu'ils ont arrêté la production DDR3 et DDR4 à peu près en même temps, ce qui a évidemment poussé le reste de la production sur la DDR5, qui, elle, est surtout utilisée dans les data centers, et que, évidemment, les data centers ont pris toutes les puces de DDR5, ce qui fait évidemment que le prix a énormément augmenté. Mais le truc, c'est que depuis justement le début de la crise à RAM, vous avez certaines de ces entreprises qui ont relancé la production de DDR4. Donc, ce recours collectif est basé sur quelque chose qui a changé, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient perdre au niveau, justement, justice, rien qu'à cause de ça. Parce que Samsung pourrait justement pointer du doigt, dire « Ah, mais non, on a relancé la production de DDR4. » Donc, ça, il faut aussi en tenir compte. Et enfin, le dernier point qu'il faut tenir compte, c'est que ça va être très difficile de les trouver coupables, justement, d'avoir arrangé les prix entre eux, parce que le truc, c'est que ils pourront juste pointer du doigt le fait que le marché de l'IA explose en ce moment, et que c'est pour ça que les prix ont augmenté, parce que l'offre est clairement en dessous de la demande. Il y a une énorme demande de la part surtout de ces énormes fabricants de data centers et tout ça, et que eux ne font que répondre à cette demande, et comme ils n'ont pas assez d'offres, ils sont obligés justement d'augmenter le prix, enfin en tout cas selon eux, encore une fois. Donc ils pourront juste pointer du doigt ça et juste voilà, dire en mode non, mais c'est pas de notre faute. Donc, à moins que ce recours collectif a accès à littéralement des informations internes, peut-être de certains leakers ou autre chose, ça va être compliqué de prouver quoi que ce soit. Même si par le passé, il faut tenir compte que ces trois entreprises ont déjà, certaines en tout cas de ces trois entreprises, ont déjà été jugées coupables d'avoir fait ça, voilà plus de 20 ans même. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive, et ce sera certainement pas la dernière fois. Mais à côté de ça, vous avez CXMT qui continue de faire la DDR5. C'est évidemment un fabricant de RAM chinoise. Et on ne parle pas ici des barrettes de RAM. Ils fabriquent réellement les puces de DDR5. Et vous avez d'autres entreprises derrière qui peuvent les utiliser pour faire des kits de RAM. Donc là, c'est juste une news que j'utilise pour illustrer, mais vous avez plusieurs news, notamment sur le fait que Lexar a commencé à fabriquer des kits de RAM en utilisant des puces CXMT. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi des constructeurs de cartes mères qui ont commencé à ajouter le support justement de ces puces, ou en tout cas valider le support de ces puces. Parce que techniquement, si elles suivent
les standards qui sont en place, les standards qui viennent de JEDEC, je sais pas comment on les prononce, eh bien, normalement, la RAM devrait fonctionner. Mais évidemment, si vous avez le constructeur de la carte mère qui teste en plus le kit de RAM et s'assure que tout va bien, c'est une assurance supplémentaire. Et c'est justement le cas ici de Colorful, ainsi qu'apparemment c'était MSI ou ASRock qui ont justement rajouté le support de ces puces CXMT. Donc ça commence à progresser, mais tenez compte que ça ne va pas non plus régler le problème de la RAM parce que CXMT, évidemment, profite aussi du marché de l'IA. Et leur but, c'est de quand même faire de l'argent. Ça reste une entreprise. Donc, certainement, le gros de leur production va justement dans tout ce qui est data center. Mais ça fait quand même un acteur de plus. Ça fait des usines supplémentaires sur le marché. Et donc, il y a plus de puces qui sont produites. Donc, en toute logique, ça aide un petit peu. Ça permet de compenser justement le problème. Mais oui, tenez-en compte, encore une fois, la compagnie qui fait ces puces forcément profite de les vendre à des data centers qui offrent beaucoup plus d'argent. Mais s'ils continuent de faire des usines, s'ils continuent d'avoir d'autres acteurs qui arrivent sur le marché, parce que ça va être certainement le cas, eh bien petit à petit le problème va se régler. Ou alors aussi, si la bulle de l'IA explose, là ça réglerait le problème en une fraction de seconde. Mais bon, ça, il faudra voir. Et à côté de ça, nous avons aussi évidemment le problème au niveau des SSD parce qu'ils sont aussi utilisés dans les data centers et donc leur prix a pas mal augmenté. Et bien là, vous avez Notebookcheck qui a testé un ordinateur de chez Lenovo avec un SSD entièrement chinois. Donc pas juste genre ils ont pris des puces de NAND qui viennent de Samsung et autre chose et puis l'ont mis sur un SSD. Non, les puces de mémoire sont fabriquées entièrement par un fabricant chinois qui est YMTC apparemment. Et donc là, tout comme avec la DDR5, ça rajoute un producteur supplémentaire, ce qui va un petit peu aider, mais encore une fois, et évidemment ça semble logique, ce producteur de puces NAND profite aussi de vendre ses puces à des data centers, surtout au niveau chinois, pour que la Chine soit plus indépendante. Et donc, le gros de leur production ne va pas finir dans des PC qu'on peut acheter ou même des SSD qu'on peut acheter. Mais comme vous pouvez voir, petit à petit, ça arrive. Alors évidemment, il va y avoir la question de la qualité de ces puces NAND, la qualité de ces puces aussi DDR5 par rapport à l'ancienne news. Certaines personnes vont être en mode jamais j'utiliserai une de ces puces ou autre chose, mais selon moi, si elles sont bien fabriquées, si dans les tests c'est prouvé que elles se débrouillent très bien et qu'elles ont la durée de vie qu'il faut, moi je ne vois aucun problème à les utiliser évidemment. Bien sûr, je pense que c'est plus problématique au niveau des SSD. Encore la RAM, le truc, c'est que bien sûr, les barrettes de RAM ont des énormes garanties. Donc, si vous avez un problème avec une barrette de RAM, vous pouvez toujours la faire remplacer. Et aussi, la RAM, selon moi, il y a moins de problèmes avec, en quelque sorte. Parce que même si vous avez de la RAM défectueuse, vous pouvez toujours la faire remplacer. Votre PC fonctionnera. Alors que si vous avez un SSD qui est défectueux, vous pouvez perdre toutes vos données. Et perdre toutes les données, ça fait beaucoup plus mal que juste d'avoir un PC qui, oui, a des problèmes à fonctionner. Parce que vous pouvez encore le réparer. Mais si votre SSD est mort et qu'il a pris toutes les données, là, ça va vous mettre assez mal. Donc, j'aurais peut-être un peu moins confiance dans SSD dans un premier temps. Mais par contre, la RAM, oui, clairement, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Zen 6 d'AMD qui va arriver apparemment le 22 juillet. Sauf que c'est pas le Zen 6 que vous pourrez acheter parce que ce Zen 6 arrivera dans des produits Epic, c'est-à-dire la gamme serveur de chez AMD. Et donc, oui, on ne va pas le voir dans des processeurs de PC fixe d'ici même quelques mois. Certainement, ce sera plus pour 2027 ou en tout cas toute fin 2026. Donc parfois assez décevant évidemment, mais ça va quand même permettre parce que forcément il y a des gens qui vont mettre la main sur ces processeurs de serveur et qui vont les tester et ça va nous permettre de voir justement le gain au niveau de l'architecture Zen 6 par rapport à Zen 5. On va pouvoir voir aussi ce qui est vraiment nouveau derrière. Donc même si on ne pourra pas l'avoir dans un produit grand consommateur, même si évidemment de toute façon, même s'ils sortaient des processeurs avec le prix de la RAM, c'est compliqué de faire un PC. Avec l'arrivée des serveurs en tout cas, de ces solutions serveurs, on va pouvoir quand même voir le niveau de performance par rapport à Zen 5. Donc là, ça va permettre de voir si AMD a bien fait son travail, si AMD a vraiment augmenté les performances, ou si c'est un peu décevant. Ensuite, on a une news assez intéressante sur l'AMD BC250. C'est évidemment ce PC en quelque sorte, sous forme de carte, comme vous pouvez voir. Ça ressemble à une carte graphique, mais ce n'est pas une carte graphique. C'est littéralement un PC entier qui était normalement utilisé dans les data centers pour miner des bitcoins. Je dis même data center, mais juste même n'importe où en réalité. Et ça utilise des puces recyclées de la PS5. Et au niveau des specs, on a Seeker Zen 2, donc c'est assez différent des Weaker Zen 2 qu'on aurait sur une PS5 normalement. Vous avez 16 Go de GDDR6 qui est soudé directement sur justement cette carte, donc ça c'est assez similaire par rapport
à la PS5 par contre. Et une autre différence, c'est que cette APU peut, je dis bien peut avoir jusqu'à 40 compute units au niveau du GPU, ce qui est une amélioration par rapport à la PS5 qui en a normalement 36. C'est juste que mais il y a aucune garantie que vous ayez accès aux 40 compute units parce que des fois, certains de ces compute units sont défectueux et c'est justement pour ça que ça a été recyclé comme ça. Par défaut, pour information, il y en a 24 qui sont utilisables. Donc oui, si vous achetez un BC250, partez du principe que vous avez 24 compute units, mais peut-être que vous pourrez en avoir jusqu'à 40, ce qui serait plutôt cool. Et donc, ce qui est assez intéressant avec ce BC250, vous allez me dire, OK Aurélien, pourquoi pas? On a déjà vu plein de vidéos sur le sujet. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on a SteamOS qui vient d'arriver pour les PC fixes. Eh bien, ben, vous pouvez totalement installer SteamOS normalement sur le BC250. Il y a certaines personnes qui ont commencé à le faire. Ici, justement, la vidéo concerne un petit peu ça, même si en réalité, il a fait ses tests sur CatchyOS, qui est une distribution Linux qui est apparemment plutôt pas mal pour jouer aux jeux vidéo. Personnellement, j'ai préféré plutôt tester Bazzite, mais apparemment CatchyOS est très bon. Et donc là, il a fait des tests. Et comme on peut voir avec l'APU qui fonctionne jusqu'à 170 watts, avec les 40 compute units, il a pu les réactiver toutes. Vous avez des assez bonnes performances en réalité. Donc, ça permettrait de littéralement faire une Steam Machine pour moins cher. Et potentiellement une Steam Machine qui serait même plus puissante. Parce que même si ça utilise des cœurs GPU RDNA 2.0, donc c'est pas du 3.0 comme sur la Steam Machine, vous pouvez avoir jusqu'à 40 compute units, ce qui sera forcément plus puissant que la Steam Machine qui en a 26 si je me souviens bien. Donc ouais, ça peut être pas mal en réalité, mais c'est très du bidouillage. Tenez-en compte, c'est vraiment du bidouillage, c'est pas pour tout le monde. Et à côté de ça, on a quelques news au niveau GPU, notamment avec le fait que la RTX 5050 9 Go, qui était cette rumeur comme quoi une 5050 9 Go allait arriver, eh bien, n'arriverait tout simplement pas. Donc, ça, il faudra voir. Et le deuxième truc, c'est que la RTX 3060 est réellement revenue. Comme vous pouvez voir, là, elle est disponible sur certains sites en Europe maintenant. Donc là, c'est bien une RTX 3060 avec 12 Go de GDDR6 aussi, ce qui est plutôt intéressant. Et elle est vendue, ben là, c'est un des sites les moins chers que j'ai pu trouver, 339 €. C'est cher, c'est très très cher. Pour ce prix-là, pendant les Prime Days, il y avait des RTX 5060 Ti à ce prix-là, c'est pour dire. Et même hors promotion et tout, vous pouvez trouver une 5060. Évidemment, la 5060 a seulement 8 Go de VRAM. Donc, dans certains cas, la 3060 va être plus performante, ce qui est assez bizarre. Mais c'est juste dû au fait qu'elle a plus de VRAM et dans certains jeux, ça fait la différence. Mais dans pas mal de jeux, vous aurez des meilleures performances avec une 5060. Et avec la 5060, vous avez accès aux dernières technologies Nvidia, donc c'est très discutable. Si elle était sortie à 260 €, à 270 €, je dirais, ok, pourquoi pas. Mais là, à ce prix-là, non. Ça ne vaut juste pas la peine. Ensuite, on a une news assez intéressante selon moi qui montre que les choses sont un petit peu en train d'évoluer. Et c'est le fait que Razer a fait certifier leur premier ordinateur pour Linux, ordinateur portable, je devrais même dire. Et c'est un Razer Blade 18, leur dernier avec notamment un 290 HX Plus de chez Intel et une RTX 5090. Donc, pas forcément la machine la plus abordable. Mais dans tous les cas, elle a été certifiée pour tourner sur Ubuntu, ce qui est assez intéressant. Évidemment, c'est la première machine qui est certifiée de la part de Razer, mais certainement, ils vont en faire certifier plus. Donc, ça va affecter aussi les modèles plus abordables. Et c'est assez notable parce que Razer est certainement l'entreprise que je n'attendais pas du tout à supporter Linux. Apparemment, ils avaient indiqué qu'ils supporteraient Linux voilà, de nombreuses années et c'est seulement maintenant que ça arrive. Donc, ça a pris le temps, mais c'est arrivé. Et c'est juste, encore une fois, pour vous montrer que c'est assez important parce que c'est juste un petit pas dans une direction assez importante. C'est le fait de normaliser le fait d'avoir Linux sur des ordinateurs que les gens peuvent acheter n'importe où. Et même si là, c'est juste une solution que vous devez installer par vous-même, même si c'est certifié, vous devrez l'installer par vous-même. Mais petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont peut-être commencer à se dire, hey, et si on avait une version Linux de notre ordi portable, peut-être juste sur le Web Store pour le moment, et peut-être plus tard en boutique, eh bien, petit à petit, à force que ça arrive, eh bien, ça va normaliser le fait d'avoir Linux, et monsieur tout le monde va peut-être l'utiliser sans même s'en rendre compte, parce que, mm, encore une fois, la plupart des gens, ils démarrent le PC, ils vont sur Chrome, ou ils vont sur un navigateur, ils remarquent pas du tout s'ils sont sur Windows, s'ils sont sur macOS ou s'ils sont sur Linux. Pour eux, ça fait aucune différence. Et donc, si on avait plus d'ordi portables qui arrivaient directement avec Linux, ça permettrait de normaliser ça.
et ça augmenterait les parts de marché pour Linux et aussi mettrait à mal Windows, ce qui serait évidemment pas une mauvaise chose. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout pour ce texte à marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.